Et bonsoir à tous et à tous les amis et tribus, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonne Lorcanée à tout le monde. Coucou Roxy, Vixi, coucou Flotus, coucou Colisha, coucou Goupik, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Cœur sur vous, et j'espère que vous kifferez bien évidemment cette Lorcanée. Donc comment vous dire que j'espère que on aura pas mal de bonnes surprises pour les prochains sets. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, et bien on va parler de Vaiana, puisque bon, j'espère que vous avez pu le voir, Vaiana 2. En tout cas, moi oui, il est assez incroyable. Et écoutez, on est parti pour la reprise des Lorca News. Est-ce que ça vous a manqué? J'espère en tout cas d'ailleurs, je vous avais pas demandé, qu'est-ce que vous avez eu pour Noël? Donc voilà. J'espère que vous avez été gâtés. Hop. Petit message. J'en ai eu des larmes qui coulent. Oh, des larmes qui coulent. Que vous avez été gâtés. Que vous avez passé aussi de bons réveillons, bien évidemment. Et écoutez, on est parti. J'ai eu une trove 7-6. Oh, beau petit cadeau de Noël, ça, Kalisha. Oh là là. En tout cas, voilà. J'espère aussi, bien évidemment, que vous passerez une très bonne année, bonne santé, joyeuse Pâques, tout ça, tout ça. Surtout la santé. La richesse, oui. Ouverture, oui. Et amour, gloire et beauté. Un livre de Pierre Lambert sur Cendrillon. Oh. Que du Disney, incroyable. Donc on va commencer par la fameuse promo Vaiana. Je vous rappelle, cette promo Vaiana, la voici, la voilà. Vaiana, l'aventurière des terres et des mers, la voici, la voilà. Je vous rappelle qu'il y a un mois, parce que ça remonte à un mois quand même, le 16-12-2024 plus précisément, écoutez, 100 € offert, 100 €, ça n'a été sorti que, en Suisse. Actuellement, si on est sur CM, elle est à 4 €. Pour celles et ceux qui ont acheté les cartes à 100 balles, j'espère que vous avez le seum de ne pas être patient. Elle a un poil chuté quand même la carte. Donc c'était le prix obligatoire vu qu'elle était sortie en FR justement en plus large public. Donc ça c'était normal qu'elle ait baissé. Bon après, baisser autant en aussi peu de temps, j'avoue. Sauf que je l'ai vu la chute, comment vous dire que le 31 elle était à 30, le premier elle était à 8, et là elle est à 4. En gros elle va rejoindre le prix des anglaises, vraiment. Donc si vous voulez l'acheter, bien évidemment, vous pouvez encore attendre un peu, je pense qu'elle baissera jusqu'à peut-être 3 €, mais elle remontera pas. Elle remontera clairement pas, surtout que c'est pas une carte folle, on va pas se mentir. Donc, on est parti. Est-ce que vous êtes prêts pour la première chronique ? Est-ce que vous êtes prêts pour la première chronique de 2025, les amis? Ah là là, ça va me manquer, franchement. Les petites chroniques là, comme ça, là, bam, bam, bam. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi, je suis prêt. Ah, papy, bonne année, bonne santé. Moi, solo ce soir, mais je ne suis plus que solo, papy. Papy, bonne année, bonne santé. Ah, papy qui est en retard. Ah là là, je ne suis plus que solo. Mis à part invité, bien évidemment, mais ce soir, pas d'invité. Invité. Oui, il y aura une personne qui aura été invitée. Réponse tout ça, faut qu'on planifie la date, tout ça. Mais voilà, il n'y aura plus que des invités tranquilles, comme ça, je suis au moins tranquille. À moins que je trouve quelqu'un pour qui a une idée de chronique et qui veulent s'ajouter, il n'y a pas de souci. Mais sinon, solo c'est très bien. Et en chronique justement, Kakaki. Kakaki, parce qu'il faut qu'on parle bien évidemment des stars internationales, les amis, les stars de Vaiana, les Kakamora. Voici le chef pirate. Les Kakamora, donc je vous rappelle, ce sont des créatures de moins de 15 cm de haut. Ils ont une sorte d'armure à base de noix de coco. Ce sont des marins, des pirates. Je ne vous spoil pas la raison du pourquoi par Vaiana 2. Ça, je vous laisse le plaisir. Il y aura de légers spoils dans le live. Mais je vais être très léger. Donc, Yo Pimous. Bonne année à toi.
Clin d'œil. Donc voilà, pas de spoil ni rien. En tout cas, j'espère que vous n'aurez pas de message de poche ce soir. Nous avons leur maison, eh bien, qui est d'une flottille, la flottille Kakamora, que nous avons en lieu rouge de non ancrable, qui est incroyable, qui est magnifique et qui est sublime. Et ils font de la musique avec des conques, et pas avec des cronques. C'est pas la même chose, conque, bref. Voilà. Fallait que je trouve de l'humour, voilà. Donc ça, vous connaissez les Kakamora. Qui ne connaissait pas les Kakamora? Qui ne connaissait pas ces informations des Kakamora? Dénoncez-vous. Dénoncez-vous, je veux les noms tout de suite. Bon, a priori tout le monde le connaît, ça me rassure. Mais est-ce que vous connaissez les origines des Kakamora? Et je parle pas des origines dans le film, les origines. Parce que les Kakamora existent. Gros clin d'œil à certains qui en ont déjà rencontré. Puisque ce sont des créatures légendaires des îles Salomon et d'autres îles du Pacifique. Les îles Salomon, vous savez où c'est? Bon allez, petit clin d'œil, c'est là. Vous voyez la petite île là à côté de l'Australie, Indonésie, tout ça. C'est là. C'est là qu'il y a la légende des Kakamora. Donc les Kakamora se trouvent là, donc vous voyez Vaiana, ce serait pas loin de l'Australie quand même. Hein. Donc ce sont des humanoïdes de petite taille, on reste dans la croyance de petites créatures vivant dans des cavernes dans la forêt dense. C'est-à-dire que ce sont même pas des pirates, tout ça. D'ailleurs, petit clin d'œil à Vaiana 2. Ces Kakamora, eh bien, on a d'autres noms selon les îles. Plus précisément dans les provinces des îles Salomon. Les voici, les voilà, elles sont magnifiques. Si vous voulez un jour y aller, allez-y. À Malaita, à Guadalcanal, à Renel et Bellona, Makera et Ulawa, à Temotu, etc. C'est îles qui transforment l'acier en or. À moins que le roi Salomon n'est pas de là. Non, pas tout à fait, pas papy. Donc les Kakamora s'appellent aussi Mumu ou Dodore donc à cette île là au petit pop chez nous. Exactement ça, c'est un équivalent des petits pop chez nous. Ok, ça. Nous avons à Guadalcanal bien le nom qui s'appelle les Kaliboiboi ou Tutlangui. Alors je précise de suite, hein, pour ceux qui viennent des îles Pacifiques, je vais mal prononcer les noms. J'en suis fort désolé, mais il y a beaucoup trop de noms pour toutes les chroniques. Déjà que le live va durer, je pense, plus d'une heure. Je vais pas passer 15 minutes à me battre sur les noms. Vous avez les noms écrits. Donc à Guadalcanal, les Kaliboiboi ou Tutlangui. Mais aussi, on n'en a pas que dans les îles Salomon, comme je vous l'ai dit. Eh bien, on en a aussi dans les autres îles. Par exemple, à Vanuatu, eh bien, ça s'appelle les Nopitu. Voilà. Pas mal de noms, donc en fait ils ont choisi le meilleur nom, les Kakamora, c'est plus drôle, c'est rigolo, c'est surtout bien plus facile à être prononcé que les Nopitu quand même, on va pas se mentir. Quoique Nopitu, Kakamora, je sais pas ce que j'aurais préféré, mais Kakamora c'est très bien, surtout invoquer Kakamora c'est assez drôle quand même. Donc quelle est la description précise dans cette légende? Les Kakamora... Mince, mauvaise flèche. Entre 15 et 20 cm, c'est comme... Enfin, 15 cm et 1m20 plutôt, c'est à peu près vraiment les petits peuples, hein, comme tu dis, Kelisha, dont eh bien, on a un peu l'habitude aussi dans le Disney, clairement. Abondante chevelure, fourrure, sur tout le haut du corps, ne laissant passer que les pieds. En gros, c'est la même chose que les Kakamora Disney, sauf qu'au lieu d'avoir une noix de coco, ce sont des cheveux. Bon, après, entre cheveux et noix de coco, ça veut dire la même chose, hein, parce que les noix de coco c'est un peu velu, donc bon, voilà, ça peut correspondre assez. Des dents pointues, alors ils ont des dents pointues hein, dans le Disney, des ongles longs et tranchants, alors ça j'ai pas souvenir pour le coup dans le Disney. Ils grimpent très bien aux arbres, dans le Disney on les voit très bien facilement grimper, mais en plus à des cordages. C'est le cousin machin, exactement, c'est le cousin machin. Et ils ont leur propre langue, leur propre culture. Et ça, Disney, ils l'ont gardé. Hein. Ils ont leur propre musique, ils ont leur propre danse. D'ailleurs, si vous allez un jour là-bas, je veux que vous enregistriez la danse des Kakamora, qui est un culte, une cérémonie en gros pour mettre en avant les Kakamora. Et j'ai pas réussi à trouver de vidéos de danse des Kakamora. Si vous y allez, il faut que vous filmiez. Je veux voir la danse des Kakamora. Incroyable. Donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, ils ne possèdent pas le feu, ce qui est d'ailleurs à peu près le cas a priori dans Disney, mais ils n'en ont pas peur. Hein. Vraiment, vous leur mettez une torche devant eux, ils n'en ont pas peur, ce ne sont pas des animaux. Ils sont frugivores, ils mangent des fruits, mais attention, ce sont de très bons chasseurs. Alors, leur plat préféré, c'est de l'opossum. Les pauvres petits opossums, ils se font manger par des Kakamora. Ils sont des cannibales.
Non, pas des cannibales. Ils ne sont pas agressifs, mais ils se défendent très violemment. Donc, ce qui correspond pas trop forcément au Disney. Et certaines légendes prétendent que même ils kidnappent des enfants. Alors attention, voilà, vous pouvez essayer de traumatiser par des enfants en leur disant si t'es pas sage, les Kakamora viendront te kidnapper. Voilà. Spoiler alerte, a priori, c'est que dans certaines îles qu'ils feront ça. Est-ce qu'ils ont réellement existé? Et ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous pensez qu'ils ont réellement existé? Qu'est-ce qui se trame derrière les Kakamora? Est-ce que les Kakamora ont réellement existé? Existent toujours? Ou existeront un jour? Bah, peut-être qu'ils existeront un jour, ça on n'en sait rien. Enfin, s'ils existent aujourd'hui, ils existeront demain. Ça c'est sûr. Mais ah, Pimous qui dit non. Non véridique. Non. Après, je connais des personnes qui font 1m20. Hein. Et yo Donald, bonne année à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai vu les noix de coco en vrai. Non, mais pas les noix de coco. Je parle des Kakamora qui échappent. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas, est-ce qu'ils ont réellement existé? Eh bien, je vais vous préciser un peu les théories en tout cas. En 2003 a été découvert... J'ai parlé pas de toi, Pius. En 2003 a été découvert l'homme de Flores. Donc Flores, voici cette petite île qui se trouve pas très loin d'ailleurs de là où se trouvent les Kakamora a priori. Donc qui est un proche parent de l'Homo erectus. Et il aurait vécu entre 95 000 et 65 000 ans. Alors, peut-être plus longtemps, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est l'homme de Flores. On a trouvé des squelettes qui datent de cette époque-là. Taille entre 1 mètre et 1 mètre 10 à l'âge adulte, donc forcément bah, le 15 cm ce serait en gros le gamin. Et en fait ce serait dû au phénomène appelé le nanisme insulaire. Alors vous allez me dire mais c'est quoi ça Trif, encore tu utilises des termes, voilà, Kakamora, Vanuatu, etc. Tu fais ton intello. Non mais c'est vraiment une théorie incroyable, et qui n'est pas qu'une théorie parce que c'est vérifié par un exemple concret qui est eh bien, les éléphants nains en mer Méditerranée il y a 10 000 ans. Il y a eu des éléphants de petite taille, donc à l'âge adulte, hein, pas des enfants, qui se peuvent trouver sur les îles, genre Chypre, Malte, etc. Et pourquoi est-ce que ces êtres sont plus petits que la taille normale? C'est principalement, bah, comme vous avez un endroit de vie, enfin un habitat plus petit, et bien votre sélection naturelle, enfin la sélection naturelle, va sélectionner les plus petits. Et donc vous allez passer de un énorme éléphant à plus petit. Voilà, tout simplement. Voilà comment se passe en gros le nanisme insulaire. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. On va pas passer de 2 mètres de long à 10 cm non plus. Mais voilà ce que c'est que le nanisme insulaire. Vous savez ceux que ça intéresse, bien évidemment. Il y a plein de documents qui peuvent vous renseigner là-dessus. Mais en gros, je vous explique à peu près vite fait comment ça se passe. Je vais pas faire toute une chronique sur le nanisme insulaire, mais voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et donc maintenant, la science pourrait a priori répondre est-ce que les Kakamora existent ou pas? Le rapetissement d'une espèce pour réussir à survivre dans un environnement aux réserves de nourriture extra restreinte. Exactement. Exactement. Alors, pas forcément que aux ressources, mais aussi bah, au niveau de l'espace, hein, parce que forcément, si tu mets un éléphant dans une flaque et qu'il doit vivre dans une flaque, il va un peu réduire quand même. Mais exactement, c'est plus ou moins très bien résumé, Donald, c'est incroyable. Donald, c'est le boss ici. Et donc la science, que dit-elle? Eh bien c'est simple, la réponse, est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, il n'y a pas de preuve de l'existence, ni de l'inexistence des Kakamora par la science. La science laisse eh bien, la question ouverte sur l'existence des Kakamora. Donc, peut-être que si vous allez aux îles Salomon, vous rencontrerez des Kakamora. D'ailleurs, aux dédicaces à Libra, qui aurait soi-disant rencontré des Kakamora, non plus tard. Et Reflotus. Voilà, en tout cas, pour ce qui est des Kakamora. Alors c'est une légende, voilà, c'est exactement ça, Donald. C'est une légende et c'est ça qui fait la beauté d'une légende, c'est qu'on ne peut pas prouver que ça n'existe pas, comme que le fait que ça existe. C'est d'ailleurs pour ça que les vampires, on ne peut pas prouver non plus que ça existe, parce que c'est une légende. On ne peut pas prouver l'existence, l'inexistence, même s'il y a plus de preuves que les vampires n'existent pas, en tout cas dans la légende populaire. Les chauves-souris vampires, ça existe. Alors non, Keisha, la science peut prouver l'inexistence, c'est très rare, c'est clairement rare, et elle peut prouver aussi l'existence de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, il a été prouvé qu'il existe une dizaine d'espèces marines, voire même plus, qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est assez étonnant, la science, c'est vraiment magique.
Grosse dédicace, eh bien, à Dr Stone, pour ceux et ceux qui connaissent, j'aime beaucoup, la science, c'est magique. Bref, voici donc la fin de la chronique des Kakamora. 15 minutes, une chronique. Mais là, vous n'êtes pas prêts. Là, vous n'êtes pas prêts, puisque là, on part sur la grosse chronique de la soirée. La théologie polynésienne. Et c'est là où je m'excuse d'avance à tous les Polynésiens, à tous les gens de Pacifique, parce que je vais en écorcher des noms. Puisque je vais vous expliquer un peu, eh bien, toute l'histoire des divinités, tout ça, qu'on retrouve dans Vaiana. Ou au moins des théories sur quel est le rapprochement. Tout d'abord, à votre avis, quel est la première personne dont je vais parler comme divinité? Attention, je ne parlerai pas de certaines personnes ou créatures qui spoileraient potentiellement Vaiana 2. Oh, vous êtes trop fort. Donald, Roxy, vous êtes trop fort, puisqu'en effet, j'ai parlé de Maui. Ah, pas obligé de parler Non, pas du méchant. Pas de suite. Non, Maui, quel est-il? Puisqu'en effet, il fait partie de la légende polynésienne. C'est un demi-dieu civilisateur. Oula, il manque un Isa. Ça me traumatise ça. Donc c'est un demi-dieu civilisateur. Donc en gros, il est là pour la civilisation. C'est exactement ce qu'a pris justement Disney. Hein. Clairement, ils ont clairement pris la légende de Maui. Spoum. Et on va en discuter pas longtemps de Maui. Il est né prématuré, jeté à l'océan par sa mère parce que, en vrai, il était difforme, tout ça. Bah, on voit un peu justement le corps de Maui qui est un peu difforme, hein, comparé à tous les autres personnages de Vaiana, justement. Ils ont gardé ce trait de caractère, si on peut appeler ça comme ça. Il a été sauvé par les esprits marins. Alors, Grand-mère Tala ne l'a pas sauvé, hein, je vous rappelle, Grand-mère Tala il a vécu après, donc voilà, Grand-mère Tala n'a pas pu le sauver. Et adolescent, il s'est dit, tiens, et si je retournais voir papa maman? Et alors là, il a été accepté par ses parents, pour une seule chose. Franchement, on voit que les parents, on voit l'intérêt. Parce qu'il avait des pouvoirs. Hein. Oh, fiston, t'as des pouvoirs. Oh, allez, viens, on t'accepte. Franchement, la mythologie polynésienne, déjà là, good point. Hein, vraiment, le ridicule. Donc en fait, le gars, on l'accepte juste parce qu'il a des pouvoirs magiques. Parce que bon, on a peut-être peur, ou peut-être parce que ça nous intéresse, voilà. À vous d'en juger. Mais franchement, ridicule. Mais bon, c'est rigolo. Plus tard, donc il se marie, il est jaloux de sa femme. Et avec ses pouvoirs, il décide d'échanger, enfin, de lui proposer d'échanger son visage. Tu vois, parce que bah, il est moche, sa femme est belle. Il propose, ça te dit que je sois beau gosse et que toi tu sois moche? Sa femme, pas ni la dernière pluie, elle lui dit non. Non. Non, j'ai pas envie d'avoir ta gueule en fait, hein, c'est clairement ça. Et donc pendant la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il lui prend son visage et lui redonne le sien. Voilà, clairement, voilà, c'est le nom, hein, Maui, le consentement, ça existe. Bah, Maui, lui, s'en moque, hein, clairement. Maui s'en moque royalement. Et donc, à son réveil, elle est choquée, traumatisée, tout ça, et donc, elle fuit. Elle s'appelle Roé. Encore une fois, je peux mal le prononcer. Elle fuit aux enfers et devient une des divinités, déesses de la mort. Et voilà, au niveau de l'histoire de Maui. Mais on va parler des autres mythes de Maui. Exactement, Maui c'est le méchant finalement. Maui contre le soleil. Et là, vous n'êtes pas prêts parce que là, on va parler des mythes de Maui. Et là, j'espère que vous avez pris les popcorn. Donald, passe le popcorn parce que là, il va y avoir du croquant. Franchement, c'est magnifique. Parce que Maui, si vous connaissez bien Vaiana, eh bien, elle fait pas mal de choses. Hein. Tous ces tatouages, c'est ça. Maui décide de prendre la mâchoire de sa mamie, hein, de sa grand-mère, Muriranga Wenua. Et ça, vous rappelez-vous que c'est sa grand-mère, hein, parce que je l'appelais sa grand-mère. Muriranga Wenua. Et transforme cette mâchoire en une massue. Alors, je sais pas comment tu transformes une mâchoire en massue, frère. Mais t'es trop fort. Avec ça, il part avec ses frangins choper le soleil. Pourquoi, vous me direz? Parce que tout simplement, il trouve ça inadmissible que le soleil, lui, il se couche super tôt et que les humains n'aient pas le temps de finir le travail. Le truc le plus ridicule, en fait. Hein. Je vais fracasser la gueule d'un dieu parce que j'ai pas le temps de travailler. A priori, la grand-mère était d'accord. J'avoue que je me suis posé la question, Keisha.
Vous avez demandé du popcorn, merci Donald. Donc en gros, Maui très sympa, hein, il vous donne l'opportunité de travailler plus longtemps. Franchement, le mec est super sympa. Et comment est-ce qu'il va le choper, à votre avis? Eh bien, utiliser des lianes, de l'écorce et des algues solides pour attraper le soleil et l'assommer à coups de massue. Et suite à ça, le soleil fait « Ok frère, je peux rien faire face à ta force, je me coucherai plus tard. » Maui, pouvoir de persuasion, il a fait une réussite critique. Hein. Là, il a lancé le dé de 20, là, bam, il a fait 20. C'est pas moi avec mes échecs critiques sur échecs critiques. Hein. Clairement, Maui, il a fait un 20 sur 20. GG à lui. Nickel. Ridicule, pareil, 20 sur 20. Je comprends pas le pourquoi du comment. Est-ce que, voilà. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il l'assomme, enfin, c'est la période entre l'hiver et l'été? Potentiellement, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il doit l'assommer tous les ans, quand même, le pauvre, le soleil. Il doit avoir un peu de boss, le pauvre. Et voilà le premier mythe de Maui. Bah, c'est bon, les premiers, je vous en ai... Enfin, la présentation de Maui, ce sont des mythes, bien évidemment, mais c'est vraiment une légende liée à Maui. Et je la trouve vachement intéressante, franchement. Ridiculeusement intéressante. Et surtout que Disney a conservé cela, puisqu'il en a parlé justement dans la musique de Maui. Et justement, l'un des plus importants mythes dans la chanson de Maui, c'est justement qu'il a remonté les îles. Et il a surtout remonté une île, l'île du Nord. L'île du Nord. Et là, vous allez vous rendre compte que Maui n'est pas si méchant que ça. Il reprend la mâchoire transformée en hameçon. Hein. Franchement, il prend la mâchoire, là, elle était en massue, bam, je la transforme en hameçon. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte d'une chose. C'est que l'hameçon qu'on voit dans le Disney, c'est en fait la mâchoire de sa grand-mère. Ouais, ils sont assez gore quand même, Disney. Il appâte un grand poisson des profondeurs avec le sang de son nez. Franchement, il se casse la gueule, voilà. En gros, c'est un requin. Vraiment, ou un piranha. Et là, attendez-vous à ce qu'il se prépare. Il va pas tout seul, il va avec ses frangins, forcément. Fratrie, très sympa, très coulant. Si on a un objectif, on y va tous ensemble. Hein. C'est tous pour un, pour tous pour un. C'est les mousquetaires. Et donc, les frangins vont combattre le poisson. Pendant que lui, mec, super soldat, il va trouver un prêtre pour faire des rites. Donc en fait, les rites, c'est en gros lui faire des tatouages pour lui donner des pouvoirs, etc. Exactement, la grand-mère continue de manger que de la compote, hein, clairement. Et pendant que lui il se fait tatouer, donc les frangins ils se costagnent le poisson là. Il revient. Et en fin de compte, on découvre que le poisson a été tué. Et que les frangins découpent le poisson, se transformant en montagnes et vallées. Et donc, suite à ça, eh bien, si Maui avait été écouté, au lieu d'avoir deux îles, donc l'île du Nord et l'île du Sud, eh bien, il n'y aurait eu qu'une seule île. Donc, en fin de compte, on voit que la fratrie entre Maui, qui connaît pas bien le consentement, qui utilise des parties du cadavre de sa grand-mère, etc., pour des massues ou autre chose, et ses frangins qui sont un peu concons, franchement, on a une bonne brochette de moule à gaufres. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, le mythe de comment est-ce qu'il a formé les îles a perdu de toute sa splendeur comparé à ce qu'on a dans Vaiana quand même. On va pas se mentir. Je préfère largement le mythe de Vaiana que celui de l'île du Nord. C'est un peu ridicule. Je me fais des tatouages et les frangins vont faire les îles en gros. Magnifique. Merci Maui, on t'apprécie. Bon, il a rapporté le feu aussi. C'est un peu comme notre Prométhée quoi. Haddock, poisson, la boucle est bouclée. Exactement. Il a ramené le feu, c'est le Prométhée de notre chère Polynésie. Comment ça s'est passé? Alors là, ridicule. Et là, vous allez voir qu'on rentre encore plus dans le ridicule. Hein. Il va rencontrer Mawika, déesse du feu. Jusque-là, tout va bien. Il lui demande, est-ce que tu peux m'apprendre à faire le feu? La meuf, super sympa, elle lui apprend tout ça, machin. Nickel. Et il s'enfuit en faucon. Dédicace à Vaiana. Toi-même, tu sais, derrière ton écran.
Sauf que pourquoi est-ce qu'il s'enfuit? Parce que tout simplement, elle en a marre de Maui qui est en mode ouais, je m'amuse, tout ça, je me transforme en demi-requin, je me transforme. Voilà. En gros, Vaiana dans Vaiana 2, qui est saoulée par les transformations de Maui, c'est Mawika. Hein, vraiment, pour ceux qui ont vu Vaiana 2, c'est vraiment la même mode en mode frère, on a des choses à faire, c'est pas super sympa de perdre du temps là-dessus. Suite à ça, Mawika, elle est vénère. Enfin, elle a envie de lui casser la gueule. Donc, elle veut mettre le feu à la terre, à la mer, juste pour lui cramer sa gueule. Elle veut le buter, le mec. Hein. Franchement, Maui, il s'enfuit. L'autre, bah en gros, c'est Vaiana 1. Hein, clairement, vous voyez donc notre cher Tefiti. Bah en gros, c'est Mawika qui le poursuit à essayer de lui cramer sa gueule. Là, on a ras le cul de Maui. Et là, qui c'est qu'on n'a pas encore vu dans cette mythe? Allez, essayez de deviner grâce à qui il s'en sort. Devinez, je vous laisse quelques secondes. Installez-vous. À qui qui pourrait être de... Alors dans Mawika, c'est pas Vaiana non plus. Ah peut-être, mais ça on n'en sait rien. Dans Vaiana 3, on verra. À votre avis, qui va l'aider à fuir de la fureur de Mawika? Non, c'est pas hey, je n'ai pas de mythe sur hey. Même s'il y a une théorie qui dit que hey serait potentiellement de milieu. Ce n'est pas les Kakamora, non. Ah là là, vous avez raté votre test. Eh bien non, c'est sa grand-mère et son grand-père, ils pleurent pour faire en sorte de faire tomber la pluie et ainsi éteindre le feu. Eh, super grand-mère quand même, hein, franchement. Elle lui donne sa mâchoire à son petit-fils pour faire le mariole et en plus de ça, elle l'aide à s'enfuir. Franchement, super mamie. Franchement, elle mérite le titre de super nanny, la grand-mère. Donc voilà comment est-ce qu'il s'enfuit. C'est grâce à super mamie. Ah si, c'est vraiment la même mamie, hein. C'est juste que j'ai eu la flemme de mettre le nom, hein, parce que le nom est un... Vous allez voir, le nom de la mamie est imprononçable et il y en aura d'autres. Allez, vous êtes prêts? Spoiler alert, Vaiana 2 pour 2 secondes. Puisque Kunaloa, c'est un mythe qu'on rencontre dans certaines îles. Donald, on aimerait tous en avoir une comme ça. Donc Kunaloa, c'est en fait une anguille monstrueuse, géante, qui est amoureuse de la mère de Maui. La mère de Maui, c'est une humaine, hein. Et c'est une anguille qui est amoureuse de la mère de Maui. Cependant, la mère de Maui, elle est contre le mariage. Vous vous rappelez le consentement, tout ça? Bah écoutez, c'est simple. Kunaloa se dit, ok, tu veux pas que je t'aie, dans ces cas, personne ne t'aura. Kunaloa va décider dans ces cas de provoquer un raz-de-marée pendant que la mère de Maui est dans sa maison est dans une grotte, tout ça. Donc il provoque un tsunami. Et là, Maui, ni une ni deux, il va sauver sa mère, sa famille, etc. Clairement, il sauve tout le monde. Et tue Kunaloa avec sa hache magique. Alors là, je sais pas si sa hache magique c'est lié encore à la mâchoire de la grand-mère, ça j'ai pas de preuves ni rien. Et on imagine clairement que c'est la mâchoire de la grand-mère qui a servi de hache. Mais voilà. Donc les serpents marins qu'on retrouve dans Vaiana 2, quelques secondes, eh bien, sont liés justement au mythe de Kunaloa. Et ça c'est cool qu'il s'est fait une petite référence. Donc les mythes du monde entier ont un problème avec le consentement. Oui, non mais attends, Flotus, t'inquiète. Si je me dis pas de bêtises, ouais. On arrive au dernier mythe de Maui, vous êtes prêts? Alors, pour tous les féministes, bouchez-vous les oreilles 2 secondes. Par contre, après, pour les féministes, vous pourrez faire un gros chais après pour après. Ok, vous êtes prêts? Parce que, bah, forcément, Maui est un demi-dieu. Enfin, demi-dieu. Pourquoi? Il cherche l'immortalité. Et donc, il va essayer de rencontrer Hine Nui Teppo, qui est la grande femme du monde de la nuit, en gros, enfin, comme on pourrait traduire, en gros, c'est la grande divinité de la mort. Pourquoi est-ce qu'il va la rencontrer? Hine Nui Teppo, c'est tout simplement, sa mère lui a raconté une histoire de comment devenir immortel. Donc, crédule, peut-être que c'est vrai en tout cas, et a priori ça serait vrai, hein, enfin, si on reste dans l'idée que Hine Nui Teppo existe, eh bien il décide d'y aller et de faire le rite, entre guillemets. Vous êtes prêts pour le rite? Vous êtes pas prêts pour le rite? Non, en vrai, vous êtes pas prêts. Je vous le dis. Ah, allez, je vous le dis quand même, vous allez rigoler. Il se transforme en verre. Il va donc rencontrer Hine Nui Teppo pendant qu'elle dort. Et donc la croyance veut que si on traverse le corps de Hine Nui Teppo, on devient immortel.
Par contre, il faut sortir vivant. Donc, il entre par une certaine partie de la divinité pendant qu'elle dort. Cette partie-là commence par un V. Un VA, allez, on va vous donner un petit truc. Elle sent rien ni rien, hein. Franchement, elle dort, elle ronfle, elle fait... Ouais, clairement. Et il y a des animaux autour d'elle qui se retiennent de rire. Cependant, si il rit, la déesse se réveille. Donc l'objectif étant qu'il ne se réveille pas. Enfin, qu'elle ne se réveille pas. Pour qu'elle puisse sortir de la bouche de la divinité, devenir immortelle, en tuant ainsi la divinité de la mort elle-même. Cependant, forcément, c'est un mythe, et il y a quelque chose qui se passe mal, c'est qu'il y a un des piafs qui rigole, le Tiwakawaka, donc qui est un vrai animal. Il me semble que c'est justement un animal qui a un cri qui arrive à faire une sorte de simulation de rire, hein, à la forme ça ressemble à ça. Le Tiwakawaka rit, la déesse se réveille, et donc contracte ses intestins, sa tranchée, etc., tout le système digestif, et ainsi tue Maui en elle, ce qui provoque que Maui meurt. Voilà le mythe de la mort de Maui. Bah, j'espère que vous aurez retenu de comment est-ce que ça se passe dans la vie de Maui. Le Tiwakawaka, ouais, il est stylé. Franchement, il est vraiment stylé au niveau des humains. Et donc, petit fun fact au niveau de Maui. Eh bien, Maui, c'est le nom d'une île de l'archipel de Hawaï. Donc Hawaï, comment est-ce qu'on prononce? Mais franchement, voilà. Est-ce que c'est lié? Très certainement. C'est justement l'honneur de fils d'un chef qui serait descendant. Enfin bref, vous avez compris, c'est à la mythologie croyance de chez nous gréco-romains. Bon allez, 15 minutes sur Maui. On va essayer d'aller plus vite sur les autres divinités. Vous êtes prêts? Il est passé par quel chemin pour atteindre les intestins en passant par le... J'en sais rien, Roxeruki, c'est les croyances, hein, les croyances de l'époque, tout était lié, voilà, Non, bah à l'époque ils étaient pas très scientifiques, hein, enfin bref, c'est pas non plus des croyances d'il y a 10 ans, hein, Roxeruki. Passons donc, eh bien on a parlé d'une divinité qui est une divinité majeure, en tout cas dans Vaiana 1, qui est Tefiti. Tefiti, cette déesse verdoyante. Eh bien, je suis désolé de vous apprendre, il n'y a pas de Tefiti dans les croyances polynésiennes. Voilà, fini, allez hop, salut, chronique finie. Allez, non, je rigole. Parce que forcément, ils se sont inspirés de croyances. Ils se sont inspirés, a priori, pour créer Tefiti, de Pélé. Et alors là, vous êtes pas prêts, l'histoire est... Je ne spoil pas, vous allez comprendre très vite pourquoi. Pélé est une déesse du feu, des éclairs, de la danse, des volcans et de la violence. Donc en vrai, c'est vraiment la déesse en mode vénère, hein, qu'on voit à la fin de Vaiana. Un placement de produit de conserve. Elle est née à Tahiti, mais elle a été chassée en raison de son conflit avec sa sœur Namaka, déesse de l'eau. Ouais, aussi déesse de la danse, ouais, non mais faut pas chercher... Ouais. Alors, plus précisément, je vais vous raconter un peu son histoire quand même à cette pauvre Pélé. Et pas Pelé, hein, Pelé c'est une autre personne. Donc comment ça se passe? Donc Namaka, sa sœur, donc qui est la déesse de l'eau, est très violente envers la... Eh bien, Pelé. Enfin, Pélé plutôt. Pelé c'est le joueur de foot. Donc là déjà, on se dit, comment ça se fait que l'eau est plus violente, enfin est violente envers la déesse du feu et des volcans, etc. Aucune logique, mais bon, pourquoi pas. Donc elle s'enfuit avec sa sœur Hiyaka, déesse du hula. Kamo-o-ali, dieu des requins. Oui, il y a un dieu des requins, en Polynésie. Kanepuayoyo. Alors oui, c'est pas le yo-yo, c'est Kanepuayoyo. Kane, le tourbillon de vent. Et ainsi que Keaumiki, courant puissant, et Keauka, mer mouvante. Je me suis entraîné, hein, là. Donc en gros, fratrie qui se casse pour aider Pélé à fuir la violence de Namaka. Ils arrivent dans l'archipel d'Hawaï. Elle essaie de se reposer, Pélé, cependant, en se reposant, bah forcément, le feu avec l'eau, ça fait de la fumée. Namaka les retrouve, décide de les tuer. Je n'ai pas bien entendu. Non, ok, ça c'est une fois que j'ai prononcé le nom. Veut les tuer. Elle les combat. Alors plusieurs fois, au bout d'un moment, elle laisse Pélé pour morte.
qui continue donc de fuir vers le sud-est, donc vers Hawaï. Elle recouvre ses forces sur l'île de Maui. Et un affrontement final se dessine. Et là, malheureusement, Pélé décède. Pélé décède, ce qui provoquerait justement ce type de formation volcanique qu'on verra plus tard, donc les cheveux et les larmes de Pélé. Et donc, les os de lave sont brisés et éparpillés, ce qui formerait la colline de Kaiwiyo-Pélé. On retrouve le nom, justement. Mais l'esprit de Pélé survit et s'installe à Hawaï. Bon, au bout d'un moment, Namaka, elle se dit, bon, au bout d'un moment, je peux rien faire. Ma sœur, elle est décédée, même si son esprit survient, je peux plus rien faire pour elle. Elle la laisse tranquille, c'est normal. Donc Pélé est représentée souvent coiffée d'une couronne de fleurs. À la main, elle possède un pawa, donc c'est un bâton magique avec lequel elle déclenche des éruptions. Os de lave et os de mâchoire, la boucle est bouclée. Exactement, Roxrock. Et donc en référentiologie, on a les larmes de Pélé qui sont donc des formations d'obsidienne qu'on retrouve au bout des sortes de filaments de lave, séchés, qu'on appelle les cheveux de Pélé. C'est magnifique, hein, vous avez des illustrations juste ici. C'est sublime. Allez, je vous annonce le spoiler, vous êtes prêts, vous êtes prêts. Nalo. Vaiana 2. Ouais, je suis un beau gosse. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire? Nalo, donc Pélé, c'est aussi une montagne. Oui, aussi, oui, clairement Donald. Non mais tout est lié en fait. Donc dans le film 1, il aurait été présent, puisque cette divinité du tonnerre, de l'orage, etc., on le retrouve justement dans le film 1. Par exemple, ici, là, vous voyez une séquence, justement, où on voit justement l'orage, et c'est justement Nalo qui aurait essayé d'empêcher justement Vaiana de redonner le cœur à Tefiti. Et justement, si on voit la scène post-générique de fin, on voit que Nalo est assez vénère par Vaiana. Et c'est comme ça qu'on voit les 2-3 secondes justement où on découvre Nalo. Cependant, il n'y a pas une seule divinité de Nalo. Voilà, c'est fini, c'est pareil, c'est bouclé. Non, je vais faire la même chose qu'avec Pélé. Je vais vous donner l'origine, la croyance derrière le dieu divinité, tout ça, la divinité des orages, des tempêtes, etc. derrière Nalo. Donc, la divinité de l'orage, des éclairs, tout ça, c'est Tawiri Matea, qu'on appelle aussi Tawiri. Et j'appellerai Tawi pour les intimes. Donc, c'est une croyance en Nouvelle-Zélande. Voilà, pour ceux qui ne savent pas où c'est la Nouvelle-Zélande, ça se trouve ici. Du tonnerre, de la foudre, du vent, des nuages et de la tempête. Jusque-là, en gros, c'est notre bon vieux Zeus, en gros, clairement, chez nous. Il est le père des êtres, alors qu'on appelle pluie terrible en français, qu'on pourrait traduire en pluie terrible, pluie prolongée, tempête féroce, ainsi que ancêtres, donc les grands-pères de brume, rosée lourde et rosée légère. Ça permet de ne pas avoir pris la vraie divinité. Le film s'est aussi vendu comme étant la valeur de la. Alors oui, la culture, oui, mais après, je pense que c'est aussi la prononciation. Hein, j'avoue. Après, peut-être que dans certaines petites îles insulaires, voilà, un petit truc de petite population insulaire, Nalo existe réellement, mais on pas réussi à trouver de croyances comme ça. Après, comme ce sont justement des peuples colonisateurs, tout ça, et donc ils sont tous liés, et donc c'est plus ou moins les mêmes mythes, mais pas les mêmes noms. Donc maintenant je vous explique le mythe de Tawiri Matea. Donc, il a été l'un des enfants de Rangi et Papa. Alors Rangi c'est le papa, et Papa c'est la maman, ok? Petit fun fact, Papa c'est la femme, et Rangi c'est l'homme. Cependant, ils s'aimaient énormément, donc les enfants restaient confinés, étouffés entre leur père et leur mère, mais vraiment physiquement parlant. Hein. Et donc les gosses, ils se disent, bon par contre on en a marre d'être entre papa et maman, crise de l'adolescence en gros, il faut qu'on réussisse à les séparer pour en gros respirer quoi. Et donc Tané, le dieu des forêts et des oiseaux, propose de les séparer, parce que d'autres ont essayé de les tuer, etc. Ils disent non, quand même, on va peut-être plutôt les séparer. Et donc s'allonge, pousse son père dans le ciel, et par la même occasion l'habille parce qu'il était à poil, hein, vraiment les divinités à poil, voilà, c'est classique. Il l'habille avec des corps célestes, étoiles, lune et soleil, et ainsi rend hommage à son père. Tous les enfants partent avec leur mère, appelée Papa. Voilà, je reste là sur ce jeu de mots. Sauf Tawiri Matea, qui
part avec son père en colère. Alors, il est furieux, il ne voulait surtout pas de séparation de père. Vous voyez, c'est vraiment en gros le mythe lié au divorce, hein, vraiment, et c'est incroyable, je trouve que ce mythe est incroyable. Bon, après, il y a des trucs que j'ai pas cités, je crois, parce que je trouve ça illogique, mais ouais. Alors quand il est en colère, je vous dis, c'est qu'il attaque ses frangins et ses sœurs qui fuient parce qu'ils ont peur de la fureur de leur frère. Et là, part sur ce qu'on appelle la séparation de Taweri Matea. Parce que en fait, Tangaroa fuit à travers les mers, c'est dieu des mers, hein. En gros c'est Poséidon, Tangaroa. Et ses deux enfants, enfin son fils, son fils et ses petits-fils, ses petits-enfants. Donc les petits-enfants en l'occurrence c'est Ikatere et Tuteweiwei, c'est presque Ei d'ailleurs, eh bien vont s'enfuir mais dans d'autres endroits. En l'occurrence, Ikatere fuit vers la mer et devient l'ancêtre des poissons, tandis que Tuteweiwei vers l'intérieur des îles et donc devient l'ancêtre des reptiles. Et ainsi, et bien justement, on a cette séparation entre poissons et reptiles, et c'est ça qu'on appelle la séparation de Taweri Matea. En plus de ça, il y a le père de Ikatere et Tuteweiwei qui devient l'ancêtre des créatures mystérieuses, genre les Remanta, etc. Mais bon, là, j'ai pas forcément bien compris l'intérêt d'où elle fuit, etc. Entre-temps, Tamatawenga, dieu de la guerre, des humains et des activités humaines comme la pêche, la chasse, etc., décide de combattre, vraiment, au front, Taweri Matea. Cependant, aucun des deux ne gagne la guerre. Et donc finalement, eh bien la guerre se termine. En tout cas, cette bataille se termine avec un match nul. Tamatawenga dévore par contre toute sa fratrie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est dégoûté du fait que ce soit le seul à avoir fait face à la fureur de Taweri Matea. Donc, pour les punir de leur lâcher, il les dévore. Simple et efficace. Est-ce qu'il y a un problème, mon frère? Non. Très bien, je te bouffe. Et donc cette croyance sur le fait que, eh bien, il ne reste plus que pour faire face à l'orage, etc., c'est l'homme, et que le seul ennemi de l'homme et de ses activités, c'est la météo, eh bien c'est justement ça. Le dieu de la météo, donc Taweri Matea, c'est l'ennemi numéro 1 de l'homme, donc qui est représenté par Tamatawenga. Incroyable, non? Ouais, super safe. Franchement. Et là, je crois que j'en ai fini avec les noms un peu chelous. Il nous reste plus que 2 sous-chroniques là-dessus. Vous êtes prêts? Matangi, vous avez tous parlé, que vous ayez vu ou pas vu le film, Matangi, vous en avez forcément entendu parler de cette petite femme. Matangi, donc, ferait référence en fait au terme désignant la brise et ou au vent dans la majorité de l'océan. Donc, il s'appelle soit Matangi, soit Matag. Ou Matangi. Donc en fait, ce serait justement une descendante de Taweri Matea, donc de Nalo. Et c'est justement ce qu'on voit dans la scène post-générique, tranquillement. Mis à part ça, aucune présence de divinité chauve-souris ou autre chose. Mais justement, la chauve-souris, volant, la brise, voilà. Ça correspond, ouais. Et justement, prendre des risques, voilà. Bref, voilà la seule chose qu'on connaisse de Matangi. Et on va finir avec le meilleur. Vous êtes prêts? On va finir avec Tamatoa. Et oui, parce que il y a des fun facts sur Tamatoa. Tamatoa, notre crabe préféré. Tamatoa serait une référence, d'après moi en tout cas, à la dynastie des Tamatoa. Ouais, par contre, elle donc référence à la dynastie des Tamatoa, parce que sinon il n'y a pas de croyance de crabe géant ou autre chose. Quel en est-il? Pourquoi est-ce que je pense que c'est ça la référence à Tamatoa? Déjà, le nom. Et surtout, Tamatoa V, qui est le dernier roi de la lignée des Tamatoa, qui en plus de ça un roi illégitime, était un roi autoritaire, opposé à la noblesse, genre opposé à Maui. Donc, qui date, voilà, vous avez une petite photo de sa petite bouille d'amour, fin 19e siècle, la voici, la voilà. Exilé suite à un mouvement insurrectionnel et qui s'est installé finalement à la cour de sa mère Pomare IV.
Donc je sais plus dans quelle île d'ailleurs, mais très proche d'Hawaï encore une fois. Et alors fun fact aussi, Tamatoa, donc 5, eh bien il avait des invités comme tout le monde, et il y en a un qui aurait décrit que sa femme était de telle beauté et lui tellement moche, en gros il l'appelait le couple royal, la Belle et la Bête. Belle et la Bête, Tamatoa, tout est lié les amis. Et voilà la fin sur la théologie polynésienne. Pouh! Eh ben, une demi-heure sur la théologie, c'est pas mal, hein? Heureusement qu'il n'y avait pas Hey, Pua, etc. Non, pas Maui, c'est Tamatoa. Voilà. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Comme ça, vous dormirez moins bête ce soir sur les légendes polynésiennes, qui se rapprochent quand même très proches. Alors, sont très proches des deux Disney, Vaiana 1 et Vaiana 2. En parlant de Vaiana, justement, je vais vous parler de certaines anecdotes assez drôles que voilà, je me suis rendu compte. Sa femme Vaiana dans le 2. Ah, peut-être, ouais. Allez. Maintenant, petite théorie entre Vaiana et Ariel. En effet, il y a pas mal de théories entre Vaiana et Ariel. Pourquoi? Ceci, on compare ces deux Disney. Toutes les deux sont des femmes qui rêvent de vivre l'une sur la terre, l'autre sur la mer. Elle a, Ariel, comme amie, un petit crabe gentil, tandis que Vaiana, elle a un grand crabe méchant. On a un combat, un fight entre Sébastien qui essaie de lutter pour sa survie, qui combat le chef cuistot sur la scène du bateau du mariage avec Vanessa et le prince Eric. Tandis que Vaiana, eh bien, on a un affrontement entre Tamatoa, le crabe, et Maui, où Tamatoa, le crabe, essaye de bouffer Maui. Voilà. Et enfin, une référence du Quai Ursula qui serait à peu près le pendentif, l'équivalent du cœur de Tefiti, puisqu'on a justement cette petite spirale qui représente eh bien, les deux pour au niveau des coquillages. Et donc c'est pour ça que Vaiana serait un peu l'anti petite sirène. Mais on va plus loin sur la théorie. Parce que ces deux Disney ont été co-réalisés par John Musker et Ron Clements, tous les deux. Donc forcément, les clins d'œil, c'est pas anodin. En plus de ça, ils affrontent des murènes. Donc voilà justement le fameux serpent dont je vous ai parlé tout à l'heure dans Vaiana 2. Donc d'un côté, on a Flotsam Jetsam et de l'autre côté, on aurait donc les gros serpents que Maui aurait l'habitude d'affronter. Qui seraient donc des serpents transformés par l'encre de l'Orcana, justement à l'instar du 7-4, qui aurait pu donner ce genre de forme. Clairement. En plus de cela, pour confirmer un peu qu'ils sont dans le même univers, eh bien on a justement dans la scène post-générique de Vaiana 1, eh bien Tamatoa qui aurait dit que sa vie aurait été beaucoup plus simple si il était un petit crabe avec un petit accent créole s'appelant Sébastien. Donc franchement le lien entre les deux est énorme. Mais si on faisait maintenant un parallèle entre Vaiana et Aladdin. Aladdin, en effet, c'est un vagabond qui devient sultan, tandis que Vaiana est une princesse, je dis bien princesse entre guillemets, fille de chef plus précisément, devenant exploratrice. Donc elle passe de riche, de noble, à simple exploratrice. Tandis que l'autre, c'est plutôt explorateur, vagabond, à sultan. Il a un compagnon intelligent, hein, il a quand même Abu, tout ça. Peut-être que l'Orcana inspire Disney ou vice versa, mais vous allez voir après. Donc il y a Abu, tandis que nous avons un Hey qui est stupide du côté de Vaiana. On a aussi un carnivore sauvage du côté de notre cher Aladdin, avec notre cher tigre, dont j'ai oublié le nom. Et de l'autre côté, on a un animal de la ferme un peu bêta, tout petit, tout mignon, Pua. Et ensuite, on a aussi des moyens de transport. Eh bien, nous avons le tapis volant. Raja, merci Roxy, ok. Le tapis volant, tandis que nous avons, eh bien, dans Vaiana, le prao, qui est plutôt inanimé. Voilà, donc on a quelqu'un dans le ciel qui bouge et qui a sa propre conscience, tandis que le prao est inanimant. Yo la carpet, exactement. Et là, pourquoi je parle de ces deux-là? Parce que tous les deux ont aussi été réalisés par John Musker et Ron Clements. Le prao, c'est le bateau, en fait. C'est le bateau de Vaiana. Et peut-être juste incompris, car ces pensées sont trop profondes. Exactement, Kaija, peut-être. Hein. En plus de cela, ces deux Disney ont un troisième mur qui a été cassé et un humour décalé en la présence d'un côté du génie et de l'autre côté de Maui. Tous les deux des divinités, hein, des demi-dieux, des êtres surnaturels. Donc ça, au niveau du troisième mur cassé, tout ça, l'humour décalé, justement, c'est référence à Maui, Vaiana 2 plus précisément. Mais voilà.
Écoutez, on va terminer sur une autre comparaison avec Hercule. Pourquoi? Parce que, alors spoiler alerte, nous avons d'un côté un dieu qui devient un demi-dieu, ça c'est Hercule. Nous avons une humaine qui devient une demi-déesse. Enfin, même un humain qui devient un demi-dieu pour Maui. Nous avons un compagnon humain du côté de Hercule, j'y arrivais, donc qui est Mégara, tandis que le compagnon de Vaiana est Maui qui est demi-dieu. Nous avons Pégase qui est une cervelle d'oiseau d'après Zeus, donc un animal céleste, assez honorable, tandis que du côté de Vaiana, nous avons un oiseau stupide et quelle cervelle d'oiseau, a priori là encore, hein, peut-être juste incompris. Et nous avons Hercule qui est fils de Zeus, divinité de la foudre, de l'orage, etc. Tandis que Vaiana, a priori, affronterait prochainement Nalo, divinité de l'orage, des tempêtes, etc. Tous les deux réalisés, eux aussi, par John Musker et Ron Clements, tout comme aussi d'autres Disney. Hein, on pense forcément, pour ceux qui connaissent en tout cas leur production, eh bien Basile Détective Privé, par exemple. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les deux doivent réaliser différents travaux pour vaincre le méchant. Nous avons Hercule qui doit affronter donc Hadès et réaliser ses 12 travaux. Tandis que Vaiana, elle doit rendre le cœur de Tefiti, elle doit retrouver une certaine île, etc. pour combattre Nalo. Voilà en tout cas pour ce qui est des anecdotes de Vaiana. Maintenant, on va parler de mes théories propres sur Vaiana 3. Vous êtes prêts? Pourquoi ce sont des théories que j'avance? Parce que, eh bien, si on reprend Chronicles of Light, petit jeu sympathique, collaboratif, dans l'univers de Disney, eh bien, nous avons des personnages à combattre, des méchants, et nous avions, avant même la sortie de Vaiana 2, à combattre des chauves-souris, qui sont une référence à Vaiana 2, qui était déjà en fin de production. Donc, Chronicles of Light. Ouais, le fameux Tavatora Fit Matange, ouais, bien sûr, Donald. Nous avions déjà un spoiler à ce niveau-là. Aïe, spoiler dans Vaiana. Bon, en fait, c'est surtout qu'au départ, ça devait être une série. Mais donc, si on va plus loin, eh bien, dans Chronicles of Light, eh bien, nous avons une quête de Vaiana qui va être de retrouver les différents peuples, de récupérer la puissance, 3 petits jetons de pouvoir, pour affronter un serpent marin. Serpent marin, Maui, tout ça, tout est lié. Et donc, tous ces jetons-là feraient référence à quelque chose qui arriveront très certainement dans le film Vaiana 3. Et donc, à mon avis, dans Vaiana 3, eh bien, on va avoir une sorte de promenade de Vaiana dans toute la Polynésie pour essayer de récupérer des pouvoirs et ainsi compléter ses tatouages, spoiler, et à la fin ou sur le chemin affronter ce serpent marin. Vu que c'est apparemment un boss, pour moi la quête la plus compliquée dans Chronicles of Light, eh bien je pense que ça sera le boss de fin de Vaiana 3. Mais donc, Nalo, on voit à la fin de Vaiana 2, qu'en est-il? Eh bien, je suspecte que nous n'aurons pas une trilogie Vaiana, mais potentiellement une quadrilogie, ou alors une petite série. Qui sera entre Vaiana 2 et Vaiana 3, et Vaiana 3 serait l'histoire contre Nalo. Ou alors, sinon, Nalo serait transformé potentiellement en serpent, peut-être. Oui, Vaiana 3 est officiellement annoncé et sort sous peu d'ailleurs, Roxy, sous peu. Voilà, au niveau des théories de Vaiana 3, j'en ai fini. Et maintenant, on va partir sur les lurks à bourse. Les lurks à bourse, ça fait un mois qu'on n'a pas parlé de l'argent, de la monnaie, de la moulaga. Tout d'abord, sur la mer Azurite, nous avons la hausse de Simba qui revient à une 20aine d'euros, Tiana qui remonte vers une 10aine d'euros, Baymax qui remonte vers une 10aine d'euros, John Silver qui, je ne sais pas pourquoi, passe de 3 à 6, et nous avons Yzma qui descend tranquillement, qui part sur la première tranche des 5 euros. C'est plutôt pas mal. Le reste stagnante. Les autres recettes, qu'en est-il? Pour le premier chapitre, nous avons une hausse qui commence à devenir très effrayante pour Réponse, qui passe de 31 à 35 euros en un mois. Une baisse de 7 à 1 euro pour le Surfer, tandis que le Hadès, Conspirateur Infernal, passe de 6 à 7, donc une petite hausse, voilà, peut-être juste dû aux achats. Deuxième set,
Rise of the Floodborn, que de la hausse! Que de la hausse! On repart sur les prix d'il y a un mois, une semaine approximativement. C'est-à-dire que quand je vous annonçais la baisse, c'était en gros 8, enfin passer de 15 à 8 euros par exemple, Mufasa. Et bien il repasse maintenant de 8 à 15. C'est-à-dire que vous m'avez tous écouté, c'est pas possible, j'influence le cours du marché. Bon par contre, la bête, arrêtez de lâcher s'il vous plaît, je voudrais bien m'en racheter s'il vous plaît. Il me manque une pour la playset. Donc c'est assez fou. Ouais, prochainement c'est dans le sens pas en 2050, c'est ça que je veux dire Donald. Donc voilà, pas mal de hausse. Qu'est-ce qu'il y a à noter? Namari qui passe à 2 euros et je pense qu'elle va grimper, elle. La bête implacable qui monte un peu. La belle archère dissimulée, 5 euros. Qui est notable, vraiment. Madame Mime en dragon qui passe à 4 euros, ça c'est fou. Ainsi que la bonne fée, l'armurière qui passe à 5 euros elle aussi. Donc franchement, il y a pas mal de hausse au niveau du set 2, ça fait très peur. Pour Into the Incline, le set 3, eh bien nous avons aussi pas mal de hausse. Nous avons Kida qui passe de 8 à 13 euros, Perdita de 3 à 4 euros, donc ça c'est notable. Le sous-fétiche qui repasse à une vingtaine d'euros. Jafar qui monte, d'ailleurs il est à 8 euros, c'est dans la deuxième part, il est en jaune normalement. Mais Osage qui passe de 1 à 2. Et la Ursula double chanteuse de 13 à 17 euros. Mais ce qui me fait le plus pénible, eh bien c'est le Robin des Bois, le champion de Sherwood, passe de 32 à 35. Oui c'est ça, c'est Vaiana en live action qu'on a la date de certifié. Mais Vaiana 3, et pour moi est officiellement annoncé. Ursula's Returns, eh bien nous avons des prix fixes. Voilà, en un mois, les prix n'ont pas changé. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est cool, et c'est ça qui est bon, ça on aime bien. Attention au porcini qui risque de monter, je vous conseille d'en avoir au moins un, parce que je pense que ça se jouera qu'en une seule fois. Très peu de chance que ça se jouera en deux. Donc voilà. Ursula's Returns, c'est fini pour ce qu'il en est. Et ciel scintillant, eh bien nous n'avons qu'une hausse, le Mufasa qui passe de 7 à 8 euros. Sinon, rien ne change, tout est stable, c'est ça qu'on aime. Et là finalement, peut-être pas 1h30 de El Arcana, mais peut-être un peu plus d'une heure seulement, parce que nous avons le moment attendu. Vous aviez attendu 2 semaines pour ce moment-là. Qu'est-ce que c'est les amis? Qu'est-ce que c'est? Vous le savez ce que c'est? Vous le savez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Allez-y dans le chat. Qu'est-ce qu'on annonce? C'est... le jeu, le Lorca Quiz. Ouais, 3 semaines. Oh, Roxy, elle a compté les jours. Elle a compté les jours. Le Lorca Quiz, donc je vous rappelle, petit jeu Lorcana. Très certainement, on va en faire potentiellement que 3. Vu que je vous ai fait une énorme chronique comme ça, voilà, un de chaque. Pour fêter ça. On en fera très certainement un spécial où on fera un énorme Lorca Quiz, donc vous inquiétez pas. Allez, citation, je crois n'avoir jamais rien vu d'aussi charmant. Je quote behind this quote. The quote behind this card is I don't think I've ever seen anything as sweet as his. What is this card? Le calendrier de l'Avent, c'est pas pour la reprise des Lorcana. Le calendrier de l'Avent? Lequel calendrier de l'Avent? Félix Fix Junior. Lequel de Félix Fix Junior? Lequel? Vous me le dégrez si tu veux, Rox, ok. Which card is this? Le promeneur. Oh, en effet, c'est le promeneur ravi. Ah, d'accord, ok. Le calendrier, c'est pas pour la reposer. Pas mal, j'aime bien. En effet, c'était Félix Junior, promeneur ravi. Incroyable. Allez, Lorca Gif, vous êtes prêts? On cherche une carte acier, en référence avec, eh bien, apparemment, un lever de soleil ou un coucher de soleil sur la Terre. Sur la Terre. C'est important que ce soit sur la Terre et pas sur la mer. Mais ça pourra pas être, en règle générale, la petite sirène. La bête. L'îlot galactique. Non. Ce rêve bleu. Non. Vous êtes en train de me faire douter quand même, hein. Ah, c'est bon, je me souviens, ok. Let the storm. Allez, Simba. Ce n'est pas Simba. Allez, ça a un rapport avec une souris. Une petite souris. On verrait une souris dessus. Ah ah. Quelle est cette carte? Coucher ou lever de soleil. Souris, acier. Quel de Mickey Flotus? Ah, compliqué, hein. Compliqué. Allez, je vous donne le dernier gif.
Un lion. Ouh là là. C'est pas porté son là. Quelle est cette carte qui est en référence avec un lion, une souris, un coucher ou lever de soleil? Ce n'est pas Mickey Mousquetaire. Quelle est cette carte? Et en effet, ces situations regrettables. En effet, Roxy qui l'a décrit en plus de ça. Incroyable, ces situations regrettables. GG à Pimous et Roxy à peu près en même temps. GG. Et oui, le lever de soleil. Référence à la scène dans Le Roi Lion. Allez, l'orque a des zooms, Vous êtes prêts? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Aïe aïe aïe, Flotus qui n'a trouvé aucune bonne réponse, contrairement à la dernière fois. Les muses, ce n'est pas les muses. Aïe aïe aïe, il va falloir que vous digérez les repas du réveillon. Hein. Enfin, les repas des deux réveillons plutôt. Pas tout faire à chaque fois. Isabella, ce n'est pas Isabella, ce n'est pas le roi Hubert. Allez, on dézoome. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ah ah. Zip, ce n'est pas Zip. Ça pourrait. Ça pourrait tellement. Chapelier fou. Violet 1. Ce n'est pas le chapelier fou. Violet 1. Ludwig von Drake. Ce n'est pas Ludwig von Drake. Ça pourrait. Allez, on redézoome. C'est pas la terre du chapelier fou. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Vous la connaissez. Ce n'est pas Madame de Garde-Robe. Le thé a râpé la tasse. Non. Et en effet, vous l'avez reconnu de toute façon, là, il n'y a pas besoin de demander la version. C'est en effet Madame Mime minuscule adversaire. Et oui, c'était Madame Mime qui était cachée derrière. GGGG. En tout cas, voilà les amis, on va s'arrêter là. Voilà, petit jeu très sympathique. Voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer. Le petit retour de Valor Canard. Finalement, ça aura fait qu'1 heure, c'est cool. J'avais peur avec toute la théologie, tout ça, de prendre plus de temps, surtout avec Taweri, Matea, tout ça, prononcer tous les noms. J'espère que ça vous aura fait kiffer. Écoutez, on se dit à la semaine prochaine. J'espère bien évidemment que vous passerez une bonne Lorca Week. Cœur sur vous. Bien évidemment en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé, si vous avez des choses à compléter sur la théologie polynésienne. Les noms compliqués, grosse dédicace à eux. Et le mot de la fin. Le nom de la fin. Le mot de la fin. Alors attendez, il faut que je retrouve le nom. Le premier mot de la fin. Il me refaut ma chronique. Parce que je pensais à Taweri Matea, mais en effet... Flotus a deviné à peu près sur quoi je vais aller. Mais sauf que comme elle est imprononçable... Hop, ça devait être... Le mot de la fin va être Murilanga Wenua. Murilanga Wenua. La mamie de Maui. Gros dédicace à toutes les mamies, bien évidemment, par l'occasion. Ciao tout le monde, on se dit à la semaine prochaine des trifs. Des bisous, cœur sur vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Bye bye.